Donc bonjour à tous, merci, pour votre écoute, même si on est en distanciel. Je tiens à remercier d'abord les organisateurs de la Monaco Ocean Week, d'avoir rendu possible cet événement malgré le contexte covid. Donc c'est un plaisir, de pouvoir partager l'avancement, de ces travaux avec le grand public, et j'espère que malgré, l'aspect virtuel, nous essaierons de rendre, cette présentation, la plus chaleureuse possible. Donc je m'appelle Elisabeth Riera, je suis, post-doctorante au laboratoire, Ecosys à l'université Côte d'Azur et donc je vais vous présenter, des travaux de recherche sur une nouvelle génération de récifs artificiels, qui fait part d'un projet pilote, qui a été initié depuis 2015 dans les aires marines protégées, de Monaco et je vais faire cette présentation en collaboration avec, le docteur Alexis Pey, qui vous présentera aussi, d'autres parties en fait de ces programmes de recherche. Donc, ce programme, de recherche a été, soutenu depuis le début par la fondation, Albert II, Prince Albert II. Et donc, je vais commencer à vous faire la présentation. Alors, hop. Donc, comme je vous le disais, nous allons vous présenter, les résultats, des programmes de recherche, qui ont été initiés depuis 2015 sur, l'élaboration d'une nouvelle génération de récifs artificiels. Et donc c'est un programme, que je vous présenterai d'abord en vous faisant une introduction sur le contexte des aires marines protégées de Monaco. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai, comment nous avons pu concevoir une nouvelle génération de récifs artificiels de façon plus raisonnée, donc en se posant des questions à la fois sur le matériau et la structure. Donc on fera un bref explicatif sur, ce qu'est un récif artificiel et en quoi on peut améliorer leur conception. Et en deuxième partie, mon collègue interviendra, du coup sur cette partie. Nous vous ferons une présentation de l'évaluation de la colonisation des récifs artificiels qui ont été émergés du coup en 2017. Alors, vous savez tous que nous rencontrons actuellement une baisse de la biodiversité de manière générale, sur notre planète et plus particulièrement en zone côtière. Ceci est dû principalement à différentes menaces, principalement à la destruction des habitats. Sur les zones côtières, effectivement, il y a de plus en plus d'urbanisation et d'aménagement côtier, et donc qui crée une forte destruction, des habitats côtiers. Ces habitats côtiers sont importants, pour le cycle de certaines espèces et donc bien évidemment, si ces habitats ne sont plus présents, les populations sont donc, en danger. Par ailleurs, la surpêche aussi, est une menace très importante puisqu'elle va réduire, les populations et donc, ces populations qui sont faibles, vont du coup, de plus en plus, se voir, disparaître dans ces zones-là. Face à ces populations aussi qui sont faibles, on va avoir les espèces indigènes qui vont, avoir, une plus grande capacité en fait, d'invasion, de ces écosystèmes. Elles ont une capacité de reproduction très importante. Elles sont souvent aussi, très voraces sur ces écosystèmes et donc face à des écosystèmes qui sont affaiblis, face à des populations affaiblies, ces espèces-là vont pouvoir, coloniser de façon beaucoup plus, facile, ces environnements. Évidemment, les pollutions comme les marées noires ou encore, une eutrophisation aussi, de la mer peut, heu, hem, diminuer, fortement, la biodiversité de nos écosystèmes. Alors, dans ce contexte-là, les aires marines protégées, sont un outil de conservation qui vont nous permettre à la fois de protéger la diversité des espèces et des habitats, car les habitats sont très importants, comme vous avez pu le comprendre, pour conserver la biodiversité des espèces. Par ailleurs, les aires marines protégées, sont aussi, des outils, qui vont nous permettre de garantir les services écosystémiques qui sont rendus par les écosystèmes. Alors qu'est-ce qu'un service écosystémique? Eh bien, tout simplement, par exemple, le pêcheur qui va aller pêcher, du poisson, eh bien, c'est un service qui est rendu par la nature et donc si les populations sont de plus en plus faibles et qu'on a une plus faible biodiversité des espèces, eh bien, ce service écosystémique ne pourra plus être rendu. Vous avez par exemple aussi, la posidonie, donc ces herbiers que nous rencontrons, sur nos côtes, ont plusieurs services écosystémiques à nous rendre. Tout d'abord, eh bien, ce sont des nurseries, donc ce sont des habitats qui vont permettre justement, d'accueillir de nombreux, juvéniles, de nombreux, poissons, qui sont au début de leur cycle de leur vie et donc de les protéger des prédateurs. Ce sont aussi des puits de carbone et puis ce sont aussi, des structures naturelles qui vont permettre de limiter l'érosion des côtes. Donc évidemment, si on arrive à mettre en place des aires marines protégées pour protéger ces habitats,
qui sont d'un intérêt écologique important et également aussi pour nos sociétés, eh bien, on pourra garantir la durabilité de ces services écosystémiques. Donc, pour que ces aires marines protégées soient efficaces, pour que toute aire protégée, hein, qu'elle soit marine ou terrestre, hein, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit gérée de façon efficace, hein. Parce que si il n'y a pas de protection, s'il n'y a pas de personnes qui sont là pour gérer ces espaces, eh bien, on ne peut pas garantir le succès des aires marines protégées. Donc, il faut des ressources humaines pour pouvoir véritablement rendre ces aires marines protégées effectives. Par ailleurs, les aires marines protégées sont aussi des outils de sensibilisation importantes pour le grand public. Alors, tout simplement par l'observation, dès que vous mettrez la tête sous l'eau, vous vous rendrez compte qu'on a une biodiversité beaucoup plus importante que sur des zones qui ne sont pas protégées. Et donc, les aires marines protégées aussi peuvent être un outil vraiment merveilleux pour pouvoir sensibiliser le public sur nos écosystèmes et sur leur fragilité. Par ailleurs, ce sont aussi de véritables laboratoires naturels pour la recherche scientifique, parce que dans ces aires marines protégées, on va pouvoir mettre en place des expérimentations, on va pouvoir aussi vérifier l'efficacité de ces aires marines protégées en faisant par exemple des comptages d'espèces au sein des aires marines protégées et à l'extérieur. Mais aussi, on pourra être sûr que si ces aires marines protégées sont bien surveillées par des personnes bien gérées, eh bien, on pourra mettre en place certaines expérimentations en étant sûr que l'ensemble de nos échantillons resteront sur place tout au long de nos expérimentations. Donc, c'est un outil vraiment très intéressant, aussi bien pour protéger la nature, mais aussi pour nous rendre des services à nous en tant que chercheurs et aussi pour toute la population. Alors, au sein de Monaco, le contexte est un petit peu particulier. Nous sommes dans un environnement qui est fortement artificialisé. Justement, c'est face à cette forte artificialisation qu'en 1975, le prince Régnier III et Eugène de Bernardi ont créé l'association monégasque pour la protection de la nature pour mettre en place un outil de gestion de la biodiversité au sein de Monaco. Donc, en 1976, la première aire marine protégée du Larvoto a été mise en place et puis 10 ans après, l'aire marine protégée d'Espeluk. Donc, dans ce contexte-là, on pourrait des fois se demander pourquoi, quel est l'intérêt de faire des aires marines protégées dans un contexte si artificialisé? Eh bien, en fait, ça a un intérêt parce que malgré l'artificialisation de ces zones-là, on protège ces zones. On est sûr, du coup, qu'elles vont pouvoir être des lieux dans lesquels les espèces vont pouvoir se reproduire et vont pouvoir être protégées. Et elles vont créer aussi une continuité le long de la côte pour que les écosystèmes différents, hein, pour que les différents habitats puissent être connectés. Donc, dans des contextes comme celui de Monaco, si on a des zones qui sont justement un petit peu endommagées par l'artificialisation des côtes, on peut utiliser de la restauration pour essayer justement d'améliorer la qualité des habitats. Et donc, dans ce but-là, on peut utiliser les récifs artificiels s'ils sont conçus dans ce sens-là. Donc, comme je vous le disais, la première aire marine protégée de Monaco, c'est celle du Larvoto, qui fait 33 hectares et qui conserve un herbier de Posidonie, donc un habitat emblématique et très important pour l'écosystème. L'aire marine d'Espeluk, donc, qui a été protégée en 1986 et qui fait 2 hectares et qui, elle, protège un tambon coralligène, donc qui est aussi un habitat protégé. Donc, comme je vous le disais, dans ce contexte assez particulier, Monaco a été assez pionnier dans l'utilisation des récifs artificiels, puisque dès 1979, des tests ont été faits, notamment par le Centre scientifique de Monaco, avec différentes compositions de récifs artificiels, en essayant de jouer sur leur complexité. Et puis, on a véritablement, depuis 1979 jusqu'à nos jours, un peu toutes les générations de récifs artificiels qui puissent exister. Donc, on a 50 récifs artificiels aujourd'hui qui sont immergés à l'initiative de la MPN. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu comment on peut justement aujourd'hui essayer de concevoir des récifs artificiels de façon un petit peu plus raisonnée, en essayant d'être le plus proche de la nature en essayant de proposer des outils de restauration les plus efficaces. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un récif artificiel? Un récif artificiel, c'est une structure que l'on va poser délibérément sur le fond marin pour essayer d'imiter certaines caractéristiques des habitats naturels.
Donc les objectifs, ils sont variés, hein. Tout d'abord, les récifs artificiels, sont principalement utilisés pour soutenir les pêcheries artisanales. Il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein. Depuis la Rome antique déjà, les hommes plaçaient des objets, sous l'eau pour pouvoir justement attirer le poisson et améliorer leur technique de pêche. Donc, on va dire que c'est quelque chose d'assez ancestral. Alors justement pour aider le soutien, aux pêcheries artisanales, il y a souvent aussi des récifs, anti-chalut qui sont placés, justement, dans la bande des 3 miles pour essayer de protéger, justement ces zones qui sont interdites au chalutage et pour protéger les habitats ainsi que les récifs artificiels qui pourraient produire, de la biomasse. Comme je vous l'ai dit, les récifs artificiels aussi peuvent être des outils de restauration, et donc en étant des outils de restauration, ils peuvent proposer des habitats qui peuvent augmenter la biodiversité des espèces mobiles. Très récemment aussi, les récifs artificiels sont utilisés, à des fins de loisirs, ou de récréation, pour essayer par exemple de limiter, la fréquentation de certains sites de plongée qui pourraient être endommagés par une trop forte fréquentation. Eh bien, des sites de récifs artificiels peuvent justement attirer, les plongeurs. Alors, je vous donne ici quelques exemples de récifs artificiels. Donc, vous avez en haut à gauche des récifs artificiels qui ont été immergés en 1987 à Roquebrune-Cap-Martin. Donc, ça, c'est vraiment des types de récifs artificiels qui ont été utilisés pendant très, très longtemps, hein, dans toutes les années, jusque dans la fin des années 90. Donc, c'est tout simplement des modules cubiques qui ont été moulés en béton, donc un béton qui résiste spécifiquement aux conditions marines, et qui sont posés en agrégat de façon chaotique pour essayer un petit peu d'augmenter la complexité de ces structures-là. Mais bon, on a quand même des structures qui sont vraiment loin de ce qu'on pourrait rencontrer, enfin, de ce qui pourrait être un habitat naturel. En bas, à gauche, vous avez un champ de pneus. Et oui, parce que à partir des années 70 jusque ouais, fin des années 80, on a trouvé, intéressant d'utiliser les pneus, comme matériau de recyclage pour, construire des récifs artificiels. Donc il va sans dire que c'est une véritable catastrophe écologique, car ces structures se sont évidemment complètement, comment dire, désolidarisées les unes des autres. Et les pneus, bah, c'est très riche en beaucoup de polluants, notamment en métaux lourds. Et donc en se délitant, bien, ils polluent en fait les sédiments qui se trouvent juste en dessous. Il n'y a rien qui pousse sur ces structures et évidemment, ça n'apporte aucun intérêt pour les espèces mobiles non plus, à part polluer l'environnement. Donc c'est une véritable catastrophe écologique. À Golfe-Jean, maintenant, l'ensemble de ces pneus ont été enlevés au fur et à mesure, mais ça a été comment dire, une étape de nettoyage qui a été très très longue parce qu'elle a dû se faire au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois que vous soulevez en fait ces pneus qui se désagrègent, eh bien vous êtes susceptible de polluer la colonne d'eau. Donc c'était vraiment pas une très bonne idée. Donc à la suite justement de ces erreurs, il y a eu beaucoup de lignes directrices qui ont été émises et notamment les dernières en 2019, par les Nations unies, qui ont permis un petit peu de régulariser le cadre de l'immersion des récifs artificiels en essayant de proposer des structures qui sont non polluantes, et surtout, qui sont de plus en plus complexes et hétérogènes pour véritablement imiter, les habitats, naturels plutôt que de mettre des structures, qui finalement, heu, n'apportent pas un grand intérêt pour les espèces, que l'on souhaite cibler et que l'on souhaite, attirer. En haut à gauche, vous avez un exemple, de récif artificiel que l'on pourrait rentrer dans la catégorie loisirs et éducation. Donc là, vous avez en fait un artiste, Jason Decker-Taylor, qui a, créé plusieurs musées sous-marins. Donc il a fait un effort justement sur l'utilisation, du béton qu'il a mis au point. Donc c'est un béton, qui a un pH respectueux de l'environnement, et qui limite beaucoup les polluants que l'on pourrait rencontrer, au sein du béton. Et puis en bas à gauche, vous avez l'un des modules qui a été immergé dans l'aire marine protégée du Larvoto, et donc qui est un récif artificiel que je vais vous présenter un peu plus tard, donc qui a été conçu par impression 3D et dont également le matériau est un petit peu plus et beaucoup plus neutre dans l'environnement et plus respectueux du milieu marin. Donc, en quoi justement les récifs artificiels peuvent être un outil de restauration? Alors, si on s'inspire de la nature, on peut proposer des récifs artificiels qui sont plus respectueux. Heu,
quand on se retrouve dans un écosystème qui est dégradé avec une perte d'habitat rocheux, les récifs artificiels, du coup, peuvent offrir de nouvelles structures à coloniser. Mais il faut être sûr que l'emplacement des récifs artificiels que l'on va placer restaure l'habitat qui a été perdu et respecte les habitats qui sont encore existants. Parce qu'à partir du moment où on va mettre une structure à l'eau, elle va forcément modifier l'environnement, hein. Donc, même si on la place sur du sable, le sable, quand on le regarde comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup de vie en fait sous le sable. Donc, il faut toujours réfléchir, bien penser en fait l'ensemble des immersions de ces récifs artificiels parce que ce n'est pas un geste anodin. On est, nous, en qu'humains, en train de poser une structure dans un écosystème. Donc, si c'est pour essayer de restaurer, eh bien, effectivement, ça peut être une très bonne solution. On peut essayer de reproduire au maximum la complexité de ces habitats perdus. Donc, une attention particulière doit être faite, comme je vous l'ai dit, quant aux matériaux et au design, pour offrir du coup un habitat qui sera le plus fonctionnel possible pour restaurer cet habitat dégradé. Donc, justement, en réponse un petit peu à l'ensemble de ces lignes directrices et de tous ces questionnements et de l'ensemble de ces essais, erreurs qu'il y a pu y avoir dans le passé, un projet pilote est né en 2015 dans l'aire marine protégée du Larvoto, pour essayer de produire des récifs artificiels dans ce sens-là. Donc c'est une initiative qui a été soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco et par l'association monégasque pour la protection de la nature. Donc, une équipe pluridisciplinaire s'est construite avec plusieurs experts en écologie marine, des instituts de recherche, des ingénieurs du secteur privé et donc le gestionnaire des aires marines protégées de Monaco. Donc, on a utilisé en fait l'impression 3D au service de la construction des récifs artificiels pour essayer d'imiter des habitats naturels dans le cadre d'un programme de restauration. Donc, dans ce but-là, un nouveau matériau a été pensé et donc ce nouveau matériau a été pensé en collaboration avec l'entreprise D-Shape et Boskalis, donc qui sont des entreprises qui ont conçu cette imprimante 3D et également le matériau. Et donc ce matériau est un matériau à pH neutre pour l'environnement, donc il est proche du pH du milieu marin. Il est à base du sable des Dolomites, hein, que l'on retrouve en Italie, et le liant qui a été utilisé pour pouvoir agglomérer justement le sable est un liant qui est non polluant. Donc, en fait, là, vous avez une photo qui représente l'imprimante 3D. Donc, en fait, c'est plusieurs couches, hein. Vous avez des sortes de petites burettes qui vont injecter le liant là où vous pouvez voir le dessin qui est plus foncé sur le sable. Et au fur et à mesure, vous allez avoir le récif qui va être imprimé de cette façon, donc en couches. En ce qui concerne le design, l'AMPN s'est rapproché du professeur Patrice Francourt, qui faisait partie du laboratoire EcoSys de l'Université Côte d'Azur. Et donc, le professeur Patrice Francourt a essayé de proposer un design qui permettrait de favoriser la colonisation des espèces patrimoniales d'intérêt écologique et économique également, puisque pour des espèces qui seraient potentiellement pêchées aux abords des AMP. Une attention particulière a été faite pour essayer d'attirer à la fois des céphalopodes, des crustacés, des juvéniles, mais aussi des prédateurs, enfin tout un ensemble pour essayer de reconstituer véritablement un écosystème. Et donc, ce design a été proposé par Patrice Rancourt et ensuite l'entreprise Boskalis a permis de concevoir l'objet 3D que vous pouvez voir juste en bas à gauche. Alors, pour évaluer d'abord le matériau, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu le comparer avec le béton, qui était utilisé principalement jusque dans les années 2000, hein, un béton qui n'était pas forcément pensé pour être respectueux de l'environnement, donc vraiment un béton classique, simplement renforcé pour le milieu marin. Donc nous avons comparé la colonisation de ce béton avec ce nouveau substrat qui avait été mis au point. Donc, pour pouvoir comparer justement la colonisation, nous l'avons vraiment comparé depuis les premières phases de colonisation. Les premières phases de colonisation, elles se font par des micro-organismes qui se trouvent dans la colonne d'eau, hein. Donc, dans le milieu marin, on a la colonne d'eau, donc là où on a l'eau, et puis ensuite on a les structures, donc les roches et l'ensemble des substrats en fait, qui peuvent être organiques ou non organiques. Et donc, dès lors que vous allez mettre une structure à l'eau, cette structure va être colonisée par des micro-organismes. On va appeler ça le biofilm. Alors pourquoi on appelle ça le biofilm? C'est parce qu'en fait, ces micro-organismes qui vont s'agréger sur cette structure, elles vont
devoir se coller à cette structure, pour pouvoir rester adhésives à cette structure, elles vont sécréter ce qu'on appelle une matrice extracellulaire qui est riche en sucre, en protéines et toutes sortes de choses pour rester cohésives entre elles et ainsi que, aux matériaux. Et en fonction justement de la nature du matériau, ce biofilm peut être différent. On peut avoir une biodiversité différente au sein de ces micro-organismes. Donc, ça peut être des bactéries, des petites diatomées, des levures, des champignons, hein. C'est vraiment des organismes qu'on ne peut pas voir, nous, à l'œil nu. Et donc, ces organismes-là peuvent être différents en fonction du substrat utilisé, mais également, cette matrice extracellulaire peut être différente, hein, parce qu'ils vont s'adapter en fonction de ce micro-environnement qu'ils rencontrent. Et donc, ce biofilm va constituer ensuite le substrat organique sur lequel ensuite les algues, les vers et l'ensemble des communautés fixées que l'on peut retrouver sur les roches, hein, naturelles vont se mettre en place à la suite de ce biofilm. Donc, d'une certaine manière, le biofilm peut conditionner le macrofouling. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu suivre l'ensemble de cette colonisation. Donc, pour ce faire, on a mis des petits morceaux de substrat pendant un mois, placés sur un quadrat, donc, que vous pouvez voir sur l'image à gauche. Et donc, nous avons prélevé ensuite ces échantillons pour pouvoir étudier à la fois la diversité des communautés et la qualité de cette matrice et voir si éventuellement il n'y avait pas des polluants qui étaient stockés dans cette matrice extracellulaire. Par ailleurs, on a mis ensuite des plaques beaucoup plus grosses, hein, de 25 par 25, qui ont été immergées, donc de ces 2 substrats également, pour suivre la colonisation donc du macrofouling, donc des algues, des vers et cetera, hein, qui restent fixés sur ces structures, aux différentes saisons pendant 1 an. Alors, ce que nous avons pu voir, c'est qu'on avait une biodiversité des communautés qui était assez similaire. Il n'y avait pas de différence vraiment significative entre les communautés au sein du biofilm ou du macrofouling sur 1 an de colonisation. Mais par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur le béton, le biofilm avait une matrice extracellulaire qui était beaucoup plus épaisse et que la séquestration des métaux lourds était plus importante au sein du biofilm sur le béton et au sein du macrofouling sur le béton également. Alors, à quoi cela est dû? En fait, on a simplement une physiologie qui est différente ici. Pourquoi? Elle est induite à cause du pH du matériau. Le béton a un pH qui est très alcalin et donc pour se protéger de ce pH-là, le biofilm va sécréter une matrice extracellulaire plus épaisse. Et cette matrice extracellulaire qui est plus épaisse aussi et qui est chargée négativement, ben, elle va attirer plus facilement du coup les métaux lourds. Et donc il y a une accumulation qui se fait de ces métaux lourds au sein du biofilm et ensuite qui se répercute également au sein du macrofouling sur le béton. Donc on peut imaginer après que si on étudie peut-être d'autres espèces comme des crustacés, etc., eh bien peut-être qu'on aurait encore une accumulation de ces métaux lourds. Il y aurait d'autres expériences à conduire pour pouvoir vérifier ce genre de choses. Concernant la structure, nous avons voulu comparer cette nouvelle structure avec les anciens designs de récifs artificiels. Mais comment la comparer? Parce que jusqu'à présent, on peut se dire que oui, ça a l'air plus complexe, mais c'est purement arbitraire. Et donc, il n'y avait aucune méthode qui permettait de qualifier quantitativement la complexité d'un habitat. Or, on le sait, c'est vraiment un postulat, hein, en écologie, on sait que la complexité et l'hétérogénéité d'un habitat va être fonction de la biodiversité des communautés. Donc plus on a un habitat complexe et hétérogène, et plus on va avoir du coup une diversité d'espèces. Donc, pour ce faire, eh bien, on a développé des indices quantitatifs nous permettant d'évaluer justement la complexité de ces récifs. Alors, je n'irai pas dans les détails pour vous expliquer, parce que c'est un peu trop mathématique, mais ça nous permet de déterminer un petit peu comment l'objet s'insère dans un volume, comment il se replie, comment l'orientation de ses faces se déploie dans un espace 3D. Et donc, grâce à l'ensemble de ces indices, on a pu déterminer que cette nouvelle génération de récifs artificiels, ce nouveau design, était beaucoup plus complexe que les anciennes générations. Par ailleurs aussi, cet indice que nous avons mis au point, il nous a permis un petit peu d'élaborer une classification des récifs artificiels en fonction de leur objectif. Par exemple, tout à droite, vous avez des récifs qui sont anti-chalut. Et donc, on a pu voir, effectivement, par certaines méthodes de classification, que les récifs, en fonction de leur forme, avaient des complexités particulières. Donc,
À l'avenir, on pourra même corréler certains de ces aspects de la complexité à l'attraction de certaines espèces. Donc ça, c'est encore des projets de recherche qui peuvent être développés. Mais pour le moment, ça nous a déjà permis de vérifier que nous avions comment dire, une complexité qui était bien supérieure aux anciennes générations de récifs artificiels. Alors, qu'en est-il après 3 ans d'immersion? Est-ce que ces prérequis que nous avons mis en place, donc concernant le matériau et la structure, est-ce qu'ils sont efficaces, hein? On a un matériau qu'on pourrait dire éco-friendly et une structure qui est hautement complexe, mais qu'est-ce que ça donne dans le milieu? Donc, nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation concernant l'évaluation de la colonisation. Donc, moi, je vais vous présenter d'abord l'évaluation des communautés fixées. Donc, pour essayer de suivre ces communautés fixées, nous avons utilisé une nouvelle technologie, une caméra immergeable qui est une caméra hyperspectrale. Alors, une caméra normale, elle divise en fait le champ de la lumière en rouge, vert, bleu, comme nos yeux, d'accord? Alors que le spectre optique, lui, il est beaucoup plus grand, hein. Il part de l'ultraviolet, du visible, le proche infrarouge et l'infrarouge à ondes courtes. Tout ça, nous, on ne peut pas le voir. Mais une caméra hyperspectrale, elle a la capacité de diviser justement le spectre optique en plusieurs centaines de bandes, alors que nous, on n'en a que 3, et donc de voir bien plus que nous. D'accord? Donc, par exemple, ici, sur la droite, pardon, vous avez des épinards, donc comme nous pouvons les voir en haut, et puis en bas, vous avez la vision de la caméra hyperspectrale. Et donc, en fait, l'ensemble de ces différentes couleurs peut nous donner des indications sur la maturité de cette feuille d'épinard. Est-ce qu'elle est fanée? Est-ce qu'elle a des maladies? Quelle est son incidence photosynthétique, etc. Donc, ça peut nous donner des indications sur la physiologie de l'objet que nous étudions. Alors, si c'est un organisme vivant, bien évidemment. Et donc, en fait, avec une caméra hyperspectrale, on obtient des informations en 3D, parce que vous avez du coup une information spatiale, quand vous avez votre image, hein, et vous avez aussi une information sur le spectre de la lumière, donc comment cet objet réfléchit la lumière. Et donc, on peut ainsi corréler une signature spectrale à un élément de l'image correspondant, et se dire que, bon, ben voilà, dans la partie de cette image, eh bien, j'ai un spectre particulier, et ce spectre particulier correspond, par exemple, à je ne sais pas, de la posidonie ou peut-être un verre tubicole ou ce genre de choses. Donc, comme je vous le dis, partant de ce principe, on peut imaginer que chaque espèce détient une signature hyperspectrale, un peu comme une empreinte digitale, et qu'elle varie aussi en fonction de son état physiologique, hein. Donc, on pourrait par exemple passer sur de la posidonie et voir si, en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes, si cette posidonie est plus ou moins en bonne santé. Donc, nous, on l'a utilisé sur les récifs artificiels. On a voulu comparer, du coup, les communautés fixées des récifs artificiels, donc de ces nouveaux récifs, avec les anciennes générations de récifs artificiels qui avaient été immergés au sein de Monaco, qui sont susceptibles d'être plus importantes, puisqu'elles ont été immergées il y a bien longtemps. Donc, on suppose que les communautés seront plus riches. Et on les compare aussi avec des tombants coralligènes qui correspondent normalement aux communautés que ces récifs artificiels seraient susceptibles d'accueillir, hein, sur les tombants plutôt horizontaux, pas sur les tombants verticaux, pardon, mais pas horizontaux. Donc voilà, le but en fait d'utiliser cette caméra, c'est de pouvoir véritablement identifier l'ensemble des communautés que l'on va rencontrer en se basant sur certaines informations que le spectre peut nous offrir. Pour le moment, je ne peux pas vous montrer de résultats, car l'ensemble des données sont en cours de traitement, mais j'espère que l'année prochaine, à la prochaine Monaco Ocean Week, je pourrai vous présenter ces résultats. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Alexis Pey pour les communautés mobiles. Merci Elisabeth. Il faut que tu coupes un partage d'écran. Je récupère. Bon. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alexis Pey, je suis le directeur du bureau d'études de Thalassa Marine Research et je suis en charge depuis quelques années du suivi des communautés mobiles sur ces récifs 3D.
Donc, je vais vous faire un petit rappel sur ces récifs 3D, de manière dont ils sont organisés sous l'eau. Donc, il y a 6 récifs qui ont été émergés donc, en 2017. Ils font chacun 1,20 m de hauteur pour 2 mètres de largeur. Et ils sont disposés en étoiles, entre 27 et 29 mètres de profondeur. Et ils sont posés donc, sur un substrat, un fond sablo-vaseux. Et donc, c'est sur l'ensemble de ces 6 récifs qu'a été mis en place des suivis depuis 2019 afin d'évaluer la colonisation progressive des récifs 3D par les poissons. Donc, je vais vous présenter ici une partie des résultats, puisque le reste est en cours d'analyse. Donc, il y a 2 types de suivis qui ont été mis en place. Tout d'abord, des recensements visuels et un suivi photographique automatisé. Donc, ce sont 2 récifs qui sont réalisés 2 fois par an, avant et après l'été, donc au mois de juin et au mois de septembre. Concernant le premier suivi, il utilise une méthode conventionnelle, qui est un comptage des peuplements de poissons en recensement visuel. Ces comptages prennent en compte tous les individus qui sont présents sur chaque récif, espèce par espèce. Et donc, je vous ai mis un petit schéma en bas à gauche. Les comptages se font jusqu'à 3 mètres autour de chaque récif, jusqu'à 3 mètres au-dessus de chaque récif, mais également à l'intérieur de chacune des cavités, puisque le récif est, Elisabeth vous l'a dit, très complexe, avec énormément d'infractuosité à l'intérieur. Et donc, on voit jusque l'intérieur du récif pour essayer d'observer les espèces les plus critiques. Donc, on va alors noter sur notre plaquette chaque individu, son espèce, sa taille, afin de pouvoir calculer des indicateurs de l'état de santé. Donc, il y a différents indicateurs qui sont mesurés. Donc, il y a la diversité spécifique, donc le nombre d'espèces qui est présente sur le récif, la densité ou l'abondance, qui est un autre indicateur, et également la biomasse de poissons sur les récifs. Merci. Le second suivi, donc en plus de la technique conventionnelle, c'est un suivi automatisé, c'est des photographies qui sont réalisées grâce à des caméras GoPro qui sont posées devant 3 des 6 récifs, donc avec des batteries supplémentaires pour pouvoir enregistrer pendant plusieurs heures. Et on a une fréquence de photo qui est d'une photo toutes les 30 secondes qui est enregistrée. Donc cela permettra de suivre le peuplement de poissons de manière complémentaire au comptage de poissons visuels. Les poissons les plus craintifs vis-à-vis des plongeurs sous-marins devraient être mieux pris en compte que la méthode classique. Et cela pourra présenter peut-être à terme une technique intéressante pour proposer un standard de suivi applicable dans d'autres zones de récifs artificiels. Donc, pour chaque campagne, ça représente en fait entre 1000 et 2000 photos qui seront analysées. Donc, pour l'instant, les photos sont en cours d'analyse, donc je ne peux pas vous présenter les résultats. Donc, je vais me focaliser aujourd'hui sur les résultats issus des recensements visuels. Donc, le premier recensement a été réalisé en 2018, donc quelques mois après l'immersion des récifs, et 6 espèces ont pu être observées. Donc, ce sont des espèces qui fréquentent habituellement les fonds rocheux. Donc, il y avait des individus de girelles, des sarres à tête noire, des pageots, des castagnols, des serrans chevrettes et des rascasses brunes. Donc, seulement 6 mois après l'implantation des récifs, il y avait 6 nouvelles espèces qui sont apparues. Ensuite, en juin 2019, encore 6 nouvelles espèces ont pu être recensées. Donc, il y a l'apogon, qui est un poisson habitué des grottes et des cavités obscures, comme celles qui sont présentes dans le récif artificiel. Il y avait 3 espèces de sparidés, donc le sparion, le sard à museau pointu et le cantar, la dorade grise. Et il y avait aussi deux chapons de taille moyenne et petite, ainsi qu'une espèce de gobie qui se trouve habituellement sur des fonds de sable à proximité de la roche. Et là, en fait, le récif artificiel faisait office d'habitat rocheux pour cette espèce-là. Donc, on continue nos suivis. En septembre 2019, 6 nouvelles espèces encore ont été observées. Il y avait 2 individus adultes de murènes, un congre adulte qui utilisait les cavités internes du récif, 3 rascasses rouges, un séranidé, un gobie à bouche rouge et une quinzaine de bénis de rousse. Donc,
En plus de cela, donc, il avait été observé des pontes de calmar et des pontes de sèche, ainsi que des langoustes rouges. Donc, en plus de la colonisation des poissons, les céphalopodes et les crustacés ont commencé à coloniser et à se servir de cet habitat pour leur cycle de vie. Le suivi de juin 2020 a permis d'identifier 3 nouvelles espèces, donc le pagre, un triptérygion et une dénie, et également encore plusieurs pontes de calmar et la présence d'un refuge pour un poulpe. Donc c'est la 3e espèce de céphalopode qui utilise les récifs. Donc après le calmar, la sèche, il y avait l'octopus. Et en septembre 2020, donc la colonisation de nouvelles espèces se poursuit, puisqu'il y a 2 nouvelles espèces qui ont pu être comptabilisées lors de nos recensements visuels. Le pajot, la carne, mais également le mérou brun. Donc pour la première fois, le mérou a été observé à l'intérieur des récifs, donc c'était en septembre dernier lors de nos suivis scientifiques. C'était un mérou qui faisait un juvénile, qui faisait 50 cm de longueur. Et dans ce qui mène, depuis les 3 années de suivi, à 23 espèces différentes de poissons qui ont pu être observées et qui évoluent à l'intérieur, sur ou à proximité immédiate des récifs. Donc, suite à l'observation de ce mérou en septembre, nous avons voulu voir si les images avaient pu être enregistrées par les caméras GoPro qui avaient été posées le jour même de nos recensements visuels. Et le visionnage des photos a été une petite surprise puisque oui, 2 des 3 caméras ont pu enregistrer le déplacement de ce mérou. Donc, vous voyez ici les photos prises par les caméras GoPro. Voilà, donc on observe un mérou qui se déplace d'un récif à l'autre. Donc il y a 6 récifs. C'est le récif numéro 6 sur lequel le recensement visuel a été réalisé. Et on voit en fait le mérou se déplacer du récif numéro 1 jusqu'au récif numéro 5. Donc ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, nous avons ainsi la preuve que cet individu a visité au moins 3 récifs différents en quelques heures. S'agissant d'une espèce protégée, ces informations sont capitales et démontrent la capacité de ce type de récif à constituer un habitat privilégié pour le mérou. Donc, le mérou étant une espèce sédentaire, les prochaines campagnes qui auront lieu dès 2021 seront l'occasion de vérifier si cet individu est toujours présent et s'il continue de fréquenter différents récifs parmi les 6 immergés au largo. Donc, ensuite, je vous présente quelques résultats avec notamment la biomasse qui a été enregistrée, donc, qui a été calculée depuis juin 2019 jusqu'en septembre 2020. Donc, on dénote une biomasse qui est relativement variable d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre. Donc, il faut savoir que les récifs artificiels deviennent en quelque sorte matures entre 4 et 5 ans. Donc, il est possible que la biomasse se stabilisera à l'issue de à partir peut-être de la 5e année. On verra les résultats. Et concernant la densité de poissons présents sur chaque récif, elle est croissante depuis 2019, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc le récif continue à évoluer et donc on espère que cela va se poursuivre lors des prochains suivis. Donc après 3 années de suivi, nous sommes en mesure de tirer quelques conclusions sur ce projet qui était à la base expérimental. Donc les récifs ont déjà accueilli au moins 23 espèces de poissons, 3 espèces de céphalopodes, des crustacés avec les langoustes et certaines galatées aussi qui sont présentes à l'intérieur du récif. Donc les récifs démontrent que les habitats sont suffisamment variés et adaptés pour les différentes espèces. Donc pour rappel, Elisabeth l'a bien dit, le design de ces récifs a été imaginé par le professeur Patrice Franco, qui était spécialiste des populations de poissons et des récifs artificiels. Et grâce à la technologie de l'impression 3D, il avait pensé ces récifs de manière à constituer des habitats naturels qui étaient spécifiques d'espèces patrimoniales comme le mérou, le poulpe ou les langoustes. Donc le résultat qui a été acquis lors de ces 3 dernières années permet de valider les hypothèses du professeur, puisque les espèces qu'il avait imaginées colonisant les récifs ont bel et bien été observées. Et pour certaines, se sont même appropriées durablement ce nouvel habitat, puisqu'à chaque suivi, on rencontre quasiment presque les mêmes individus parfois. Donc les suivis vont se poursuivre encore quelques années, à la fois sur les espèces mobiles, mais également sur la faune et la flore fixée.
qui sont un des éléments essentiels à la colonisation aussi des poissons et de la vie du récif. Donc, il faudra également s'intéresser à la connexion qui peut exister aujourd'hui entre les récifs 3D et les zones naturelles des aires marines protégées du Larvoto, mais aussi les autres récifs qui ont été émergés depuis les années 70. Voir, par exemple, si les récifs 3D peuvent constituer un corridor entre ces différents habitats et permettre peut-être au Mérou, qui a été observé en septembre 2020, de passer d'un habitat à l'autre de l'aire marine protégée du Larvoto. Voilà, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires et collaborateurs qui ont participé à ce projet et qui participent toujours à ce projet, et en espérant que la présentation vous aura plu et intéressé. Merci à tous. Bonjour à tous. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser le chat. L'onglet s'affichera juste en bas de votre écran. Vous pourrez cliquer sur discussion. Vous enverrez nos questions qu'on pourra poser à nos différents experts. Merci à tous. Si quelqu'un a la main sur le partage d'écran pour le supprimer. Alors, Elisabeth Alexis, on a... Excusez-moi, il y a eu un écho. Elisabeth Alexis, on n'a pas de questions pour l'instant. En tout cas, de la part de Benoît, excusez-moi pour le nom, Bérijard. Bravo à tous, à tous les deux, et merci beaucoup. D'accord, merci. Donc, on a déjà deux questions. La première de Caroline, y a-t-il d'autres sites en Méditerranée qui ont bénéficié de tels récifs ou bien est-ce une première? Alors, je vais répondre à la question. C'est de tels récifs, en fait, si on parle de ces récifs-là en particulier, imprimés en 3D, oui, c'est une première à Monaco. C'est les premiers récifs 3D qui ont été immergés en mer Méditerranée. Et à la suite de ces immersions, il y a eu d'autres technologies de récifs 3D qui ont été mis au point. Mais concernant cette technologie particulière avec ce substrat particulier, on les rencontre qu'à Monaco, que dans l'aire marine protégée du Larvoto. Merci à toi, Elisabeth. La prochaine question de Philippe. Est-ce que les cavités ne vont pas disparaître dans le temps par les algues ou des incrustations d'algues ou autres? Je vais répondre aussi, du coup. Alors, il est possible, en fait, que l'habitat se modifie avec le temps et qu'effectivement, les cavités deviennent plus petites avec des incrustations. Mais en même temps, sur un habitat naturel, c'est la même chose. L'habitat, en fait, évolue au fur et à mesure. Donc, peut-être qu'on aura des communautés différentes. C'est pour ça qu'on parle... Il faut regarder la maturité d'un récif artificiel au bout de 5 ans. Et c'est souvent dommage que les programmes de recherche de suivi s'arrêtent au bout de 5 ans parce que, justement,
ce genre de modifications peuvent arriver au-delà de 5 ans. Et donc, on peut rencontrer des modifications des communautés, justement, à cause de ces modifications organiques, en fait, de ces incrustations et de l'ensemble du couvert, en fait, qu'il y a sur le récif artificiel. Donc, après, les grosses cavités qui sont à l'intérieur, je pense, elles ne seront pas complètement recouvertes, mais c'est peut-être un peu plus les petites cavités sur lesquelles on a pu voir les langoustes, par exemple, ou les pontes de calmar. Peut-être que celles-ci, elles seront un petit peu plus recouvertes. Voilà. Mais pour le moment, on peut pas en dire plus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alexis. Donc, voilà. Merci à toi, Elisabeth. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Juste des remerciements de Jérémy et que la présentation a été très intéressante. Merci. Tant mieux si ça a plu. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître de Lola, qui dit « Est-ce que vous accompagnez la création de récifs en Europe ? Nous avons un projet de récif artificiel en Grèce et aurions souhaité échanger avec vous à ce sujet. Merci pour les informations. » C'est possible. Il faut juste rentrer en contact. On n'est pas fermé. Après, c'est pas nous qui détenons l'imprimante 3D. C'est pas nous qui détenons non plus les objets 3D. Donc ça, il faut voir avec les entreprises. Mais on connaît ces gens-là, donc on peut rentrer en contact avec eux si vous avez besoin d'aide pour l'élaboration de ce genre de projet. On serait content, en tout cas, de pouvoir échanger sur ce sujet sans problème. Tout est possible. Alors, on a une question de Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres récifs artificiels qui ont été immergés par d'autres opérateurs dans les eaux monégasques? C'est encore pour toi, Elisabeth. Oui, il y a d'autres récifs artificiels qui ont été immergés en dehors du gestionnaire des aires marines protégées, oui. Tout à fait. Donc, je répète à nos chers auditeurs, si vous avez des questions à poser, il suffit juste de passer la souris vers le bas de votre écran. Un onglet va s'afficher. Vous pouvez cliquer sur le logo discussion et écrire dans le chat directement. Les questions nous seront envoyées. Merci à vous.
En attendant que les cerveaux de nos auditeurs fusent pour poser des questions, moi j'aurais une petite question pour vous, Alexis et Elisabeth. Est-ce que vous pourrez raconter une anecdote, votre plus beau moment, plongée ou pas, que vous avez eu en lien avec ces récifs? Qui commence? Alexis, je te laisse commencer. Le plus beau moment avec ces récifs, peut-être la toute première plongée pour la découverte, en fait. Moi, j'ai plongé, je n'étais pas présent lors de l'immersion. Donc, j'ai plongé la première fois, c'était en 2018, je pense en été 2018. Donc, c'est le fait de descendre, en fait, dans le bleu, puisque les récifs sont sur 30 mètres de fond à peu près, sur des fonds sableux, donc ils sont blancs sur blanc. Au tout début, en tout cas, ils étaient blancs. Et c'est le fait de voir, en fait, de descendre et de voir apparaître, quand la visibilité est bonne, ces 6 récifs positionnés en étoile. Donc c'est quelque chose d'assez spécial, sachant que le fond est assez vide. Et ensuite, c'est en fait chaque plongée successive, on commence à connaître chaque récif les uns presque par leur petit nom. Et de voir en fait que chaque récif a presque sa petite population. Donc on sait qu'il y a un récif sur lequel on retrouve à chaque fois une quinzaine de petites rascasses rouges. Donc ces rascasses rouges, on ne sait pas pourquoi, elles sont sur un des 6 récifs uniquement. Et de rencontrer également chaque récif a un petit serrant qui monte la garde en fait. Et donc, c'est toujours intéressant de descendre et de se rendre compte que chaque récif possède son petit serrant qui monte la garde et qui chasse les sards qui s'approchent un petit peu trop près. Donc, en fait, c'est de voir la vie évoluer au sein de ces récifs et c'est quelque chose de toujours très joli parce que avec de la lumière par 30 mètres de fond, on se rend compte chaque récif est très, très riche, très coloré. Et voilà. C'est en fait la première plongée et toutes les plongées qui suivent, parce que chaque plongée est différente, même si on retrouve certains individus bien suivis à l'autre. Merci à toi, Alexis. On passe à toi, Elisabeth, mais juste, il y a une petite question qui s'est glissée, et je pense qu'il y a encore toi qui pourrais y répondre, de Philippe. C'est en complément de sa question sur les récifs artificiels qui ont été déjà émergés à Monaco par d'autres opérateurs. Il aimerait savoir s'il y a une collaboration scientifique avec ces récifs en cours, ou est-ce qu'il y a des projets à l'avenir pour le suivi des populations de ces récifs? Alors, donc pour répondre à cette question-là, pour le moment, il n'y a pas de projet sur le suivi de ces récifs qui ont été immergés et qui n'ont pas été immergés par les gestionnaires, enfin par la MPN. Potentiellement, il peut y avoir des collaborations, mais il va y avoir déjà des suivis qui vont être faits normalement sur ces récifs qui ne seront pas faits par la MPN. Donc, il est possible tout à fait de mettre en place des suivis parce que ces récifs sont des habitats du coup qui font partie du coup des AMP désormais, et donc c'est important de les prendre en considération. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de projets qui ont été émis au point. Pour le moment, il faut en discuter. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut les prendre en considération parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas été immergés par le gestionnaire des aires marines protégées qu'ils n'existent pas. Ils sont là. Donc, il faut les prendre en considération. Et pour revenir à mon souvenir, moi, oui, j'en ai plusieurs. Il y avait eu cette plongée qu'on avait fait avec Alexis pour essayer de déterminer le nombre de cavités qu'on avait, leur profondeur, etc. On voulait comparer en fait la méthode de l'évaluation de la complexité que j'avais mis au point sur les objets 3D et une méthode in situ. Donc on était harnachés avec pas mal de matériel, c'était assez drôle. Et effectivement, il y avait sur certains récifs des serrans qui étaient très territoriaux. Donc, quand je venais avec mon stick, j'avais une sorte de bâton pour pouvoir déterminer la profondeur. J'avais le serrant qui venait, qui s'attaquait, en fait, qui m'attaquait. Donc, c'était assez marrant de voir ça. C'était mignon, en fait. Donc, c'était un moment assez touchant. Après, il y a aussi eu toute la période de terrain de cet été où j'avais la caméra hyperspectrale avec des phares qui donnent une lumière incroyable et qui du coup révèlent le récif, parce que quand on est à 30 mètres de profondeur, on a très peu de lumière et on ne se rend pas compte à quel point en fait
la beauté des couleurs, des éponges, des bryozoaires ouais, subjugante, quoi. Et donc avec la caméra, je voyais tout ça sous mes yeux, et donc j'avais l'impression de révéler le récif comme un petit joyau, quoi. C'était très très beau. Et puis en plus, je devais vraiment nager doucement, donc enfin il y avait quelque chose de très apaisant dans ce suivi-là. Et puis après, un petit poulpe aussi qui se trouvait sur le récif, mais vraiment tout petit, quoi. Il était minuscule comme ça. Mon surnom, c'est Poulpinette. Alors, du coup, c'est rigolo de voir ce petit poulpe sur ce récif-là. Donc, voilà, quelques souvenirs qui sont... ouais, on s'attache à ces habitats. Voilà. Oui, ça se voit, on le ressent bien, quoi. Il y a des petites paillettes dans les yeux. Merci à vous deux. Merci. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions qui sont apparues. Donc, je vous propose de clôturer cette petite conférence sur les récifs 3D. Et en tout cas, on vous remercie à tous d'avoir été présents. On a une dernière une félicitation de Philippe pour cette présentation et aux deux orateurs, donc de la part de la Fondation Albert II. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces remerciements viennent de la Fondation. Merci. Merci. Je vous laisse terminer votre présentation, elle était vôtre, donc je vous laisse vous faire un petit merci aux auditeurs. Bonne semaine à tous. Voilà, merci pour votre écoute. Et suivez les autres conférences. Oui, il faut suivre toutes les conférences, c'est important. Parce que en virtuel, c'est sympa quand on a du monde qui nous suit quand même. Donc, merci pour votre participation et peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite tous une bonne journée et à très bientôt et bonne semaine à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne semaine.